Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore une fois avec Laure pour parler smartphone. Cette fois-ci, pas d'iPhone, mais on va parler plutôt des Pixels. Laure a testé le Pixel Pro et moi j'ai testé le Pixel 6 et on va vous livrer tous les résultats des tests qu'on a pu faire ces derniers jours. On ne s'y attend pas forcément, mais Google aussi est un fabricant de téléphones et ce n'est pas la première année qu'il en produit. Les Pixel 6, comme leur nom l'indique, sont la 6e génération de Pixel. Il y a quelques années, Google produisait en partenariat avec d'autres marques des smartphones qu'on appelait les Nexus. Et d'ailleurs, ce Pixel 6 qui arrive aujourd'hui, le Pixel 6 Pro, ressemble beaucoup à un Nexus 6P sorti il y a 6 ans, je crois, qui avait cette petite barre noire également en haut du téléphone, qui est aujourd'hui l'élément différenciant des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Alors si vous avez l'habitude des Pixels, vous allez d'emblée voir qu'il y a une grosse différence entre le Pixel 4, le Pixel 5 et ces nouveaux Pixel 6. Google abandonne le design qui était considéré un peu comme original pour l'époque, pour quelque chose qui rentre un peu plus dans l'air du temps. Donc il va falloir dire adieu à cet îlot photo carré, à ce dos tout plat et surtout à ce lecteur d'empreintes digitales qui était situé sur la face arrière du téléphone. Comme l'a dit Laure, cette année Google puise dans le passé et vient s'inspirer du Nexus 6P, un peu comme a pu le faire Apple avec ses iPhone 12 l'année passée. Cette année Google décide donc de casser un peu les codes avec un design assez original, vraiment dans l'air du temps mais qui est surtout un peu clivant. Alors soit on aime, soit on déteste. Personnellement, moi j'aime beaucoup. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi j'aime bien aussi, mais il faut avouer qu'à la rédaction, les avis étaient assez tranchés, à l'extérieur aussi. Ce qu'on peut dire en tout cas sur ce design, donc qui est marqué par cette bande photo assez massive qui dépasse du dos du téléphone, c'est qu'au moins le téléphone, quand il est posé à plat sur une table, il est stable. Alors on n'a pas le cas avec les iPhones, quand on le pose à plat, on a un petit déséquilibre et la finition, la qualité est très bonne. On va avoir du Gorilla Glass Victus à l'avant pour protéger l'écran, du Gorilla Glass 6 à l'arrière. Alors bonjour les traces de doigts évidemment, on vous invite à mettre une coque quand même pour protéger tout ça. On n'a plus de prise jack, mais on n'en avait pas non plus l'an dernier. Les haut-parleurs sont en bas, celui du haut est bien intégré au-dessus de l'écran, mais au niveau du poids, qui est un élément important sur de grands smartphones, Google est resté assez raisonnable. Le Pixel 6 Pro, donc celui que j'ai testé, pèse 210 grammes. Quand on pense au poids de l'iPhone 13 Pro Max qui pèse quand même 240 grammes, la différence est majeure et on la sent bien en main. Si on compare avec un Samsung Galaxy S21 Ultra, on est dans les 228-230 grammes je crois. Bon voilà, il est un petit peu plus léger, mais le Pixel 6, qui est pourtant plus petit que le Pixel 6 Pro, pèse quasiment le même poids, il pèse 207 grammes. Donc en main, forcément, il me semble un petit peu plus lourd. Alors un smartphone qui dépasse les 200 grammes, ça peut toujours faire peur. Mais au quotidien, ça ne se ressent pas vraiment. Surtout si vous avez l'habitude d'utiliser des smartphones haut de gamme depuis quelques années. Laure l'a bien dit, un Samsung Galaxy S21 Ultra, c'est environ 230 grammes. Un 13 Pro Max, c'est 240 grammes. Un 12 Pro Max de l'année passée, c'est 226 grammes. Bref, on avait déjà des smartphones très lourds. Moi qui ai l'habitude d'utiliser des versions max des iPhones, j'ai l'habitude d'avoir une brique dans la poche et dans la main. Et je dois vous avouer que ces 207 grammes du Pixel 6, ça m'a paru pas vraiment léger, mais en même temps, ça m'a pas paru vraiment très lourd. J'ai pas vraiment ressenti de différence. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut expliquer ce poids? Eh bien, c'est très simple, puisque cette année, sur les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro, on a des écrans qui sont plus grands. L'an dernier, sur le Pixel 5, on avait une taille d'écran de 6 pouces, et cette année, Google a étendu les deux dalles de ces smartphones. On change également de format, puisqu'on est sur de 19,5 neuvième. Et pour le Pixel 6, on a donc une dalle de 6,4 pouces, et pour le Pixel 6 Pro, on a une dalle de 6,7 pouces, qui fait rentrer le smartphone parmi les géants du marché. Alors, on va peut-être commencer par le Pixel 6 Pro parce que c'est le mieux loti des deux. Alors, en termes d'écran, donc Kevin l'a dit, on a une dalle de 6,7 pouces, une dalle OLED, LTPO. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a droit à un taux de rafraîchissement adaptatif qui va de 10 à 120 Hz. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année, le Pixel 5 étant cantonné à 90 Hz. Tu y reviendras après, mais bon, le Pixel 6 aussi. Cette dalle, elle est incurvée sur les côtés, on n'avait pas ça non plus l'an dernier, et elle affiche une définition Quad HD. Donc là aussi, on a une montée en gamme. On a également une luminosité qui dépasse les 800 candela, c'est pas mal du tout, c'est assez agréable à utiliser, elle descend très bas également, on a même des options d'accessibilité qui sont nouvelles cette année, qui permettent de descendre très très bas pour ne pas s'abîmer les yeux quand on regarde son téléphone dans l'obscurité. Et on a une calibration qui est très bien maîtrisée. Pas avec le mode qui est activé par défaut, mais avec le mode naturel que vous aurez dans les réglages du téléphone, qui vous permet d'avoir un delta E très bas, on l'a à 1,1. Bref, l'affichage est très maîtrisé, il se situe dans le haut du panier des smartphones Android et quand on le compare avec un iPhone Pro Max par exemple, alors la luminosité est légèrement moindre, mais en termes de gestion des couleurs, on est dans le même ordre de qualité. Alors moi de mon côté, sur le Pixel 6, j'ai également un écran OLED, sauf qu'il est rafraîchi à 90 Hz et qui ne dispose donc par conséquent pas de la technologie LTPO. Pour tout vous dire, ce Pixel 6 est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait avec le Pixel 5. On a quasiment la même définition d'image.
Hormis le ratio qui est un peu changeant, les 90 Hz sont encore présents. Et surtout, il est quasiment aussi bon que ce qu'on avait avec le précédent modèle. Le seul reproche que je peux faire à ce Pixel 6, c'est au niveau de sa luminosité maximale qui ne pointe vraiment pas aussi haut que ce qu'on peut avoir avec le Pixel 6 Pro et même que ce qu'on avait avec le Pixel 5. En effet, avec notre sonde, on n'a pas réussi à dépasser les 500 candela par mètre carré. On pensait que c'était une erreur, mais il s'avère que non, puisque cet afficheur du Pixel 6 ne peut pas dépasser les 500 nits, d'après ce qu'on a pu voir sur les fiches techniques. À l'usage, est-ce que ça va être gênant? Eh bien oui, dans une certaine mesure. Disons que si vous voulez utiliser votre téléphone par grand soleil, ça va être assez compliqué, puisqu'en plus la réflectance s'approche des 50%, ce qui est vraiment très haut pour une dalle sur Android. Mais comme l'a dit Laure, la luminosité minimale peut aller très bas, puisque dans les options d'accessibilité, on peut désactiver le point blanc. Et pour le coup, ce Pixel 6 se rattrape, puisqu'il descend un peu plus bas que le Pixel 6 Pro, avec une luminosité relevée à 0,9 candela par mètre carré. Si on veut un peu plus creuser cet afficheur, on peut parler de la température des couleurs ainsi que de son delta E, qui sont plutôt bons pour une dalle Android. Ils sont forcément un peu moins bons que sur le Pixel 6 Pro. Le delta E est à 2,2. La température des couleurs est elle aussi assez proche de la norme vidéo, ce qui est plutôt un bon point. Vraiment, le seul regret qu'on peut avoir quant à cet afficheur du Pixel 6 Pro, c'est sa luminosité maximale, qui est vraiment dommage. Derrière cet écran des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, on retrouve la surprise de Google, c'est-à-dire la puce qui anime les deux smartphones. Alors on va avoir la puce Tensor, qui est donc conçue par Google avec une architecture particulière et qui forcément pose énormément de questions. Est-ce que Google est à la hauteur d'un Snapdragon 888 chez Qualcomm, des Exynos de Samsung, bref, des ténors du marché? C'est la question qu'on se pose avec des smartphones qui sont pourvus pour l'un de 12 Go de mémoire vive, le Pixel 6 Pro bien sûr, et de 8 Go pour le Pixel 6. Alors Kevin, je sais que tu les as étudiés en profondeur. Ouais. Alors il faut savoir que Google, avec son Google Tensor, veut proposer une puce qui n'est pas forcément la plus puissante du marché, mais qui lui permet de maîtriser tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle et au machine learning, ce qui va évidemment aider Google et ses pixels sur la partie photo. On y revient plus tard, bien sûr. Qui sont évidemment le volet où les deux smartphones sont le plus attendus. Mais nous, on n'a pas su résister à l'envie de les faire passer sur notre bande test de performance pour voir si, comme l'a dit Laure, est-ce que le Google Tensor peut rivaliser avec les puces les plus puissantes du marché sous Android? Et la réponse, je vous le donne en mille, c'est oui. Et il faut le dire, le Google Tensor est actuellement la puce la plus puissante du marché. Elle dépasse le Snapdragon 888, elle dépasse l'Exynos 2100, elle dépasse le Kirin 9000. Bref, cette puce est une vraie petite bête. Encore une fois, ce sont des résultats qu'on a pu avoir grâce à notre bande de tests personnelle, développée pour nous. Mais on a bien vu que le Google Tensor, qu'il soit équipé de 8 Go ou de 12 Go de RAM, vient vraiment écraser la concurrence, surtout en matière de jeu. Le multitâche est un peu en retrait, mais il n'y a rien de bien méchant. Mais c'est en jeu que le Google Tensor vient montrer tout son potentiel, surtout sur le Google 6 Pro, puisqu'on a réussi à atteindre les 97 images par seconde de moyenne, ce qui est assez impressionnant. Sur le Pixel 6, on est à peu près à 86 images par seconde, ce qui est tout aussi bon, et ce qui permet, en tout cas, au Google 6 Pro et au Google 6 de prendre la première et la deuxième place de notre classement des smartphones les plus puissants. Et on rappelle à ce titre qu'au niveau de l'architecture interne de la puce Tensor, on retrouve 20 cœurs dédiés au GPU. C'est également ça qui permet à la puce de s'en sortir aussi bien en jeu. Et aussi, on peut ajouter, mais ça, on va peut-être pas en parler trop longtemps, la puce chauffe assez vite. Au bout de 10 minutes de test de jeu, on a relevé des températures dépassant les 40 degrés. En soi, ça peut ne pas paraître gênant comme ça, mais quand on tient un smartphone dont la finition est en vert, la chaleur se ressent assez fortement sur les doigts. Alors pour le coup, c'est peut-être un problème logiciel qui pourrait être corrigé via une mise à jour, mais c'est quelque chose à avoir en tête au moment de l'achat, en tout cas pour les premiers jours. Avec cette puce puissante, évidemment, se pose la question de l'énergie qui est consommée pour faire tourner les diverses applications qui vous intéressent. Alors, on a des batteries de 5000 mAh pour le Pixel 6 Pro et de 4600 mAh pour le Pixel 6. Des batteries assez imposantes au regard de ce qui se faisait sur les précédentes générations de Pixel, qui d'ailleurs, il faut bien se l'avouer, n'étaient pas non plus des monstres d'autonomie. Alors cette année, est-ce que la tendance est renversée? Non. Désolée. L'autonomie des deux smartphones est assez moyenne. On pourra tenir la journée, mais pas vraiment plus. Sur nos protocoles de test, on a relevé des scores de l'ordre de 15-16 heures au maximum. C'est pas exceptionnel. On peut quand même relever que des Galaxy S21 Ultra font pas forcément beaucoup mieux, mais ça veut pas dire que c'est bien. On n'est pas sur une endurance terrible et c'est un petit peu dommage sur ce type de smartphone. Point à noter. Sur les deux produits, Google suit la tendance de Samsung, d'Apple, de Xiaomi et certainement d'autres à venir. On n'a pas de chargeur qui est fourni dans la boîte, donc on aura juste le câble nécessaire à la charge. Il vous faudra soit investir dans un chargeur à part, soit utiliser un bloc que vous aurez chez vous.
c'est quand même important d'utiliser un chargeur adapté puisqu'on a le support du 30 watts qui est assuré sur les 2 smartphones en filaire. Et on peut également, au besoin, utiliser la charge sans fil. Pour ce cas-là, le Pixel 6 Pro est compatible avec la charge 23 watts et on a du 21 watts sur le Pixel 6. Petite info tout de même, puisque cette charge sans fil de 23 et de 21 watts n'est compatible qu'avec le Pixel Stand de 2e génération, qui n'a pas été annoncé, mais qui est disponible sur le site, pour l'instant en précommande. Si vous utilisez un chargeur Qi classique, vous aurez qu'une charge à 12 watts, c'est toujours bon à savoir. En ce qui concerne le temps de charge, si vous avez un bloc qui permet de délivrer une puissance de 30 watts, il faut savoir que vous retrouverez l'autonomie des 2 smartphones en à peu près 2 heures, ce qui est pour le coup assez long par rapport à la concurrence du marché. On se plaignait il y a quelques temps de la longueur que mettaient les iPhones et surtout le 13 Pro Max à se charger malgré sa grosse batterie. Il faut croire que le nouveau roi de la lenteur en charge, il s'appelle Google. On vous en a parlé plus tôt, la puce Tensor est largement tournée vers l'intelligence artificielle et le machine learning. Et tout ça, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement à traiter les photos, les images, c'est-à-dire le volet sur lequel Google est largement attendu. Il a montré par le passé sa capacité à assurer des traitements photos de pointe et cette année, il est attendu au tournant. Et forcément, vous nous connaissez, on n'a pas résisté à l'envie de faire passer sur notre scène photo ces Pixel 6 et ces Pixel 6 Pro. Mais pour vous en parler, je vous propose qu'on se retrouve directement dans le labo. Comme promis, on se retrouve dans le laboratoire photo pour parler plus en détail de ce que peuvent proposer ces 2 nouveaux smartphones. De mon côté, je vais m'attarder plutôt sur le hardware, tandis que Laure va rentrer plus en détail sur ce que peuvent proposer les Pixel 6 et Pixel 6 Pro au niveau de la photographie mobile. Alors pour rentrer plus en détail, on va parler du Pixel 6 Pro, puisqu'il dispose d'un module principal de 50 mégapixels. On ne sait pas de qui il est, mais on suppose que c'est le capteur GN1 de Samsung, qu'on n'a pas encore vu sur un smartphone en France. Il est couplé à un module ultra grand angle de 12 mégapixels, et enfin, un module téléobjectif de 48 mégapixels qui permet un grossissement x4. Sur les ouvertures, pour le module principal, on est à f1.8, pour le module ultra grand angle, on est à f2.2, et pour le module téléobjectif, nous sommes à f3.5. C'est un gros changement de la part de Google, puisqu'historiquement, la firme proposait des modules de 12 mégapixels sur ses précédents smartphones, ce qui n'empêchait pas Google de proposer les meilleures photos du marché au moment de la sortie des téléphones. C'est aussi la même philosophie qui est adoptée chez Apple, avec les résultats qu'on a pu voir dans notre précédente vidéo. Avec un capteur de 50 mégapixels sur son module principal, Google permet d'offrir plus de lumière à toutes ses photos. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu sur nos différents tests sur lesquels Laure reviendra plus tard. Pour le module téléobjectif, c'est exactement le même procédé puisqu'avec un capteur de 48 mégapixels, on peut avoir des clichés zoomés beaucoup plus exposés que ce soit de jour ou de nuit. Ça pareil, Laure y reviendra. Petit détail à noter toutefois, généralement, sur les modules qui proposent une définition de 48, 64, voire même 108 mégapixels, les fabricants laissent toujours le choix de prendre une photo en pleine définition ou alors avec ce qu'on appelle la technologie du pixel binning. Ici, Google ne laisse pas le choix aux utilisateurs puisque d'office, les clichés sont capturés en 12,5 mégapixels, qui est le pixel binning généralement attribué à des modules de 50 mégapixels. Il est aucunement possible de shooter en pleine définition, mais ça c'est un détail de plus que Laure va vous expliquer et d'ailleurs je vous laisse avec elle. Effectivement, comme vous le disiez Kevin, Google fait cette année appel au pixel binning, ce qui n'était pas du tout le cas les années précédentes, pour livrer des clichés avec son capteur de 50 mégapixels associé à une optique grand angle, des photos de 12,5 mégapixels. Alors est-ce que ça veut dire qu'on a des clichés détaillés et vraiment plus détaillés et très bien exposés? Oui. Alors c'est pas forcément uniquement lié au capteur et au pixel binning, c'est aussi lié au traitement opéré par Google qui de nuit notamment permet de récupérer une quantité de couleurs, de détails qui sont quand même assez bluffantes sur ce type de produit. Les résultats au grand angle sont certainement les moins surprenants de la part de ce Pixel 6 Pro, et du Pixel 6 d'ailleurs, puisqu'ils partagent le même capteur, puisqu'en réalité, les autres constructeurs sont capables de faire de très très bonnes choses. On parle de Samsung ou d'Apple avec ses iPhone 13. En général, les clichés sont très détaillés de jour. De nuit, ils sont plutôt bons eux aussi, même si on remarque quand même que le traitement de Google est particulièrement efficace. À l'ultra grand angle, donc on a un capteur de 12 mégapixels chez les Pixel 6, on va avoir des clichés là aussi très bien maîtrisés de jour et surtout de nuit, où là on va avoir des couleurs qui généralement pâlissent, voire disparaissent complètement chez les modèles concurrents. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est quand on passe au téléobjectif qui est associé ici à un capteur de 48 mégapixels. Google joue la discrétion sur ce sujet, il ne précise pas l'origine des capteurs auxquels il fait appel, mais quoi qu'il en soit, ça marche et ça marche très bien. On a fait le jeu, on a comparé les photos obtenues avec le Pixel 6 Pro, puisque c'est le seul à en disposer. D'ailleurs, je vous montre, il se trouve juste ici. Ce téléobjectif fait mouche de jour et de nuit. De jour, effectivement, il y a quand même du monde qui est capable de se hisser à peu près à la hauteur du smartphone. On pense par exemple à la génération Xperia 1 Mark III ou 5 Mark III de Sony qui propose également un grossissement par 4 avec une focale dépassant les 100 mm. Ici, on va avoir des clichés plus détaillés avec le Pixel 6 Pro. Mais alors de nuit,
C'est là que la différence se fait largement sentir. Certains constructeurs choisissent de cropper les photos qui sont réalisées au grand angle pour obtenir un effet de zoom de nuit. Ça leur permet de garder un certain niveau de détail et puis aussi une exposition à peu près correcte, même si on sait très bien que le résultat final sera un peu brouillon et manquera de définition. C'est pas le cas chez Google, qui là pour le coup mêle à la fois les photos originales, on imagine forcément qu'il utilise aussi la pleine définition du capteur pour ce faire, et le traitement qu'il opère sur les clichés. Et là, on obtient des clichés de nuit qui sont très colorés. Alors pas parfaitement détaillés bien sûr, on manque un petit peu de détails par rapport aux photos au grand angle, mais elles restent parfaitement exploitables et c'est ça qui fait la force de ce smartphone. Pour revenir sur la question des photos de nuit, Google propose depuis plusieurs années le mode vision de nuit que l'on peut activer automatiquement bien sûr dans les paramètres de l'application du Pixel 6 Pro et du Pixel 6. Ça permet de combiner plusieurs photos en une seule et d'obtenir une exposition bien meilleure et un niveau de détail très élevé, parfois même plus élevé que ce qu'on arrive à voir avec l'œil humain tout simplement lorsqu'on regarde à l'extérieur de nuit. Nous, on a fait nos tests en mode automatique, notre scène de test est un peu trop éclairée au goût du smartphone pour déclencher le mode vision de nuit, mais en forçant l'activation de ce mode, on retrouve encore plus de couleurs et encore plus de détails, donc il peut être très utile à utiliser au quotidien. En termes de mode, on remarque que Google assure un peu le service minimum. Certains constructeurs proposent des modes très riches avec plein de réglages disponibles. C'est pas le cas ici. Google opère un peu de la manière d'Apple, c'est-à-dire qu'il propose des modes automatiques qui fonctionnent très bien et pas la peine de s'y connaître démesurément en photo pour obtenir de bons résultats. En revanche, on va avoir des modes dédiés comme le mode photo en mouvement qui va opérer un petit détourage autour d'éléments en mouvement sur une scène donnée et figer le mouvement de cet élément-là en mettant un mouvement derrière visible sur l'arrière-plan. Ça marche très bien par exemple si vous avez quelqu'un qui court, un vélo qui passe ou ce genre de choses, ça va figer le coureur ou le cycliste sur votre photo et on verra l'arrière-plan qui sera flouté derrière lui. Toujours dans le cadre de scènes en mouvement, on a un mode qui s'appelle pose longue qui est dédié en fait à des choses comme des cascades, des choses en mouvement où on va adoucir le mouvement de l'eau. Je vous avoue qu'on a peu l'occasion de tester ça quand on habite à Paris, mais bon, ça fait partie des options créatives qui sont assez intéressantes. S'ajoute à ça d'autres éléments d'amélioration en termes de restitution des colorimétries pour les portraits, ça c'est très intéressant bien sûr. Donc en gros, par rapport aux années précédentes, Google a travaillé et a amélioré ses algorithmes pour que les différentes teintes de peau soient mieux restituées, avec davantage de contraste, moins de couleurs qui pourraient tirer, je sais pas, vers le rouge ou voilà, des couleurs qui seraient moins justes. Le but étant bien sûr ici de proposer à tout type de personnes des résultats les plus fidèles possibles, quelle que soit leur carnation. À tout ça s'ajoute de quoi avoir des visages bien nets, même quand le corps est en mouvement sur des scènes extrêmement dynamiques. On va avoir tout ce genre de choses, mais sinon, pas la peine de chercher les réglages, on ne peut rien faire d'autre. Voilà, le paramétrage est fait d'office et il faut s'en contenter. Ça peut frustrer ceux qui aiment opérer tous leurs réglages eux-mêmes, mais pour les autres, c'est extrêmement pratique. Terminons ce point en parlant évidemment de vidéo, parce qu'il y a ça aussi quand même dans les smartphones. C'est un point qui est extrêmement mis en avant par les marques concurrentes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. On en parle dans l'univers d'Android, on en parle aussi chez Apple qui, lors de sa dernière keynote de présentation des iPhone 13, y a consacré un très long volet. Ce n'a pas été le cas chez Google, qui l'évoque assez rapidement. Alors effectivement, on va avoir de la vidéo en 4K à 60 images par seconde. Voilà, ça marche bien, mais on n'est pas sur des effets délirants ou ce genre de choses. Google se contente de proposer de quoi tourner des vidéos, point. Alors au final, au niveau de la photo, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro? Bon, déjà, le modèle Pro est quand même le plus complet. C'est lui qui permet d'avoir le plus de polyvalence au quotidien. C'est quand même assez pratique de jongler entre l'ultra grand angle pour des scènes par exemple de rue, d'architecture, et le téléobjectif pour ce que vous voulez, tout. Et voilà, et obtenir le meilleur de vos photos de vacances ou de vos photos du quotidien. Quoi qu'il en soit, le Pixel 6 permet, puisqu'il est équipé de la même manière au grand angle et à l'ultra grand angle, de réaliser de très belles photos de jour et surtout de nuit, là où Google est capable de vraiment marquer sa différence. Alors après tout ça, la question que tout le monde se pose et à laquelle il faut bien répondre, c'est est-ce que ces pixels sont les meilleurs smartphones photo du moment? Alors à date, je pense qu'on peut dire que oui, ce sont eux qui arrivent à tirer le meilleur des photos de nuit, et rien que pour ça, on peut les saluer, surtout que ça fonctionne aussi bien au grand angle qu'au téléobjectif, l'exercice le plus périlleux pour les smartphones. Comme chaque année, Google lance en même temps que ses pixels sa nouvelle version d'Android. On l'avait vu depuis la Google I/O en mai dernier.
Android 12 est donc disponible sur les nouveaux Pixel et sera porté évidemment sur d'autres smartphones, soit d'autres Pixels de génération antérieure, soit les modèles de marques partenaires, Samsung, Oppo, toutes les marques qui ont des interfaces maison et qui se mettent aux couleurs d'Android 12. En termes de fonctions, qu'est-ce que ça change? Alors déjà, on a un nouveau design qui porte le nom de Material You, avec des animations, des petits effets qui sont un peu différents, des icônes, des widgets qui sont tout en rondeur, des couleurs assez pastel. Bref, esthétiquement, il y a une refonte qui est quand même assez visible et qui est assez agréable. On a également une volonté de simplifier certains paramètres. On a notamment un panneau qui est dédié aux options de sécurisation des données. Ça vous permet d'avoir tous les paramètres réunis au même endroit pour mieux gérer notamment les permissions qui sont délivrées aux applications que vous utilisez. On a d'autres options qui peuvent être pratiques, à commencer par la possibilité d'utiliser la saisie vocale un peu partout dans le téléphone. Donc vous pouvez par exemple dicter vos messages, dicter aussi vos emojis, ça marche plus ou moins bien selon les emojis. Ça marche en français, ça marche bien, ça vous permet d'après Google d'aller plus vite qu'en saisissant vos messages à la main. On vous laissera tester votre rapidité au pouce pour saisir vos messages. Il y a d'autres nouveautés qui sont dédiées aussi à la photo. On a notamment la fonction gomme magique qui permet d'effacer des éléments dans vos photos, histoire d'avoir des photos Instagram absolument parfaites et sans passant derrière vous. Voilà, il y a plein de nouveautés. On ne va pas vous en faire la liste entière ici, ce serait un petit peu trop long à détailler. En tout cas, sachez que cette version d'Android 12 est agréable à utiliser et qu'elle est bienvenue. Elle gagne en modernité et en confort d'usage. Alors au final, qu'est-ce que ça vaut ces Pixel 6 et ces Pixel 6 Pro? Moi, je vais vous parler du Pixel 6. Évidemment, on sait que Google avait la lourde tâche de venir réparer les quelques torts qu'il y avait pu avoir avec le Pixel 5 et surtout avec le Pixel 4. On les attendait beaucoup aux photos. On sait qu'à chaque sortie d'un nouveau Pixel, c'est un nouveau standard qui est défini sur la photographie mobile. Et pour tout vous avouer, ces Pixel 6 et ces Pixel 6 Pro, je pense que je peux parler au nom de nous deux, viennent effectivement redéfinir tout ce qu'on peut faire en matière de photographie sur smartphone. Les équipes de Google sont toujours aussi fortes sur ce niveau-là, sur le traitement de l'image. Et surtout, ce Google Tensor vient bien épauler ces nouvelles capacités photo et surtout ces nouveaux modules de 50 et de 48 mégapixels, voire même le téléobjectif x4. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi le placement tarifaire. Ce Google Pixel 6 est proposé à 649 €, ce qui en fait une alternative entièrement viable par rapport à la concurrence. C'est peut-être même là l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, puisqu'on a encore une fois un des meilleurs smartphones, si ce n'est le meilleur smartphone en photographie. On a tout ce qu'il faut pour un smartphone moderne, une norme IP68, de la 5G, un écran assez grand qui, encore une fois, pourra déplaire à certaines personnes qui cherchent encore un petit smartphone. On a une bonne autonomie par rapport au Pixel 6 Pro. Le seul bémol qu'on peut lui faire, c'est, comme j'ai dit, sur l'écran, sa luminosité maximale qui n'est pas à la hauteur et également son temps de charge qui est beaucoup trop long par rapport à la concurrence. Mais au final, si on arrive à faire l'impasse sur ces petits problèmes, on peut se retrouver là avec l'un des meilleurs smartphones de cette fin d'année, voire même un des meilleurs smartphones de l'année 2021. Pour le cas du Pixel 6 Pro, alors c'est encore un peu plus compliqué. Effectivement, en termes de prix, on est bien en deçà de ce que propose un Samsung ou un iPhone d'ailleurs, puisqu'on est à 899 € quand ses compétiteurs sont au-delà des 1000 € et voire même très au-delà. Ici, on va avoir un très bel écran qui est bien calibré, qui est de bonne qualité, qui est très bien défini. En termes d'affichage, on n'a pas de compromis à regretter sur ce Pixel 6 Pro. En termes de photos, on a également affaire à l'un des meilleurs, voire au meilleur smartphone de cette année, que ce soit au grand angle, à l'ultra grand angle ou surtout au grossissement par 4, qui est quand même assez rare sur les smartphones, de jour et surtout de nuit. C'est là qu'on apprécie les efforts qui sont faits par les équipes de Google en termes de traitement d'image. Alors effectivement, ça ne veut pas dire que le smartphone est parfait. On regrette une autonomie qui est quand même très en retrait par rapport à ce que peuvent proposer les meilleurs smartphones du moment. On regrette également un temps de charge qui est un peu long. Effectivement, 2 heures, quand on a du 120 watts chez Xiaomi, ça fait un petit peu de peine à voir. C'est long, on n'a pas de chargeur qui est fourni dans la boîte, donc en plus, il faut débourser quelques euros supplémentaires pour avoir le meilleur de ce smartphone. Est-ce que pour autant ces défauts sont suffisants pour faire l'impasse sur ce Pixel 6 Pro? Je ne pense pas. En termes de photos, on est au top. En termes de performance, on l'est également. En termes d'affichage, on n'a pas de souci à relever. Si vous êtes capable de faire quelques concessions en termes d'autonomie, finalement on tient là l'un des meilleurs smartphones de l'année en termes de rapport qualité-prix et certainement l'un des meilleurs smartphones tout court. Et bien voilà, c'est fini. Maintenant, vous savez tout sur ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On s'y fera une joie d'y répondre. Quant à nous, on vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres tests en vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!